Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki. Dvorana je že od 15. oktobra zaprta zaradi vsem znanih razlogov, vendar smo se danes tukaj dobili zaradi tega, ker proslavljamo Mednarodni dan frankofonije in smo pripravili poleg projekcije dokumentarnega filma Skrivnost Mélièsa, režiserja Rika Langa in Serža Bromberga in treh krasnih filmov pionirja kinematografije Georgesa Mélièsa, tudi ta spletni seminar z naslovom Filmski arhivi, primeri praks restauriranja filmske dediščine. Zahvaljujemo se Francoskemu inštitutu za kulturo v Sloveniji in švicarskemu veleposlaništvu, ki je omogočil to predavanje, ta spletni seminar. In najprej predajam besedo direktorici Francoskega inštituta, gospe Isabelle Devigne, za pozdravni nagovor. Bonjour, dober dan, chers spectateurs, chers amis de la francophonie. Je suis très heureuse de pouvoir introduire la discussion qui va suivre sur la restauration des films de patrimoine. Après ce documentaire absolument passionnant qui mène une véritable enquête sur le devenir des films que nous avons cru disparus et dont nous avons vu un échantillon, il est intéressant d'en savoir plus maintenant sur la façon dont les spécialistes parviennent à faire renaître de leurs cendres des œuvres. Dans le cas de Méliès, on peut d'ailleurs prendre même cette expression à la lettre. Ces spécialistes nous permettent de découvrir des œuvres importantes pour l'histoire du cinéma, bien sûr, mais surtout aussi pour notre plaisir. Et moi, je suis personnellement fascinée par l'inventivité, la passion et la ténacité de ce pionnier qu'était Méliès, qui, avec une technique qui était alors nouvelle, a pu transmettre un univers si particulier et empreint de poésie. Ceci est rendu possible, bien sûr, grâce au travail des restaurateurs et des institutions chargées de la préservation, de la valorisation de ce patrimoine. À l'occasion de la Journée de la francophonie, l'Institut français de Slovénie et l'ambassade de Suisse ont organisé avec leurs fidèles partenaires Kinoteka, que nous remercions, cette soirée, également avec l'idée de soutenir le secteur du cinéma qui vit actuellement des temps difficiles du fait de la crise. Merci à vous, Béatrice Depastre du Centre national du cinéma français, Caroline Fournier de la Cinémathèque suisse et Nadia Chicharov du Musée du film autrichien pour les précieux échanges et témoignages qui vont suivre. Je vous laisse donc en compagnie d'Igor Prassel de Kinoteka, qui a eu l'idée de cette soirée et qui nous fait également le plaisir de l'animer. Najlepša hvala, Izabel, za te uvodne besede. Z nami je tudi Patricija Košir iz Francoskega inštituta, kjer skrbi za kulturo in bo, v bistvu, če bo potreba, tudi vskočila za kakšen prevod. Zdaj bom pa predstavil naše sogovornice, strokovnjakinje iz področja restauriranja filmske dediščine. Z nami je Béatrice Depastre, strokovnjakinja za filmsko in fotografsko dediščino in je vodja zbirk Nacionalnega centra za kinematografijo in animirane podobe, CNC. Je predavateljica in programerka in tudi avtorica knjig o filmskih arhivih, ki je v sodelovanju s Katarino Rossi Bato uredila delo vizualne umetnosti in kinematografija, dialog o restauriranju. Z nami je tudi Caroline Fournier, vodja oddelka za film v švicarski kinoteki od leta 2018. Švicarski kinoteki se je pridružila leta 2009 in sicer kot odgovorna za oddelek za konzervatorstvo, restauratorstvo. Gospa Fournier je članica tehnične komisije FIAF, Fédération Internationale de Film Archive. Caroline Fournier je diplomirala iz restauratorstva in ovrednotenja audiovizualne dediščine na Univerzi Paris 7. Izobraževala se je tudi na Filmoteca Española v Madridu. Na Univerzi Paris-Sorbonne 3 je pod mentorstvom Françoisa Thomaja leta 2014 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Širjenje večstranskih različic v španski kinematografiji med letoma 1955 in 1967. In nenazadnje je z nami Nadia Šicharov, bivša sodelavka Slovenske kinoteke. Nadia je zaključila program Preservation and Presentation of the Moving Image na Univerzi v Amsterdamu z nalogo Experimental Restoration Issues of Patina and Lacunae in the Restoration of Experimental Films. Svoje zanimanje za arhiviranje in restauriranje eksperimentalnega in amaterskega filma je razvijala skozi delo v Slovenski kinoteki med leti 2017 in 2019, kjer je oblikovala zbirko domačih filmov. Od leta 2019 je zaposlena kot restauratorka v Avstrijskem filmskem muzeju na Dunaju, kjer sodeluje tudi kot sokoordinatorica mednarodnega projekta Shared Knowledge, Finding Strategies for Passing on Knowledge Across Generation of Archivists.
No, začeli bomo z gospo Beatrice de Pastre, ki bo na začetku predstavila svoj arhiv in svojo zbirko, tako da prosim, da zaženemo PowerPoint. Beatrice, à vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée de participer à cette rencontre autour des travaux qui ont été menés autour de Georges Méliès et de la restauration donc, des négatifs de ces films retrouvés aux États-Unis et qui me donnent l'occasion de présenter le travail de la direction du patrimoine du Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc, sinon, on peut avoir accès à la première slide du PowerPoint. Voilà, donc le Centre national du cinéma a été créé en 1946, mais c'est seulement à partir de 1969 qu'il s'est intéressé à des missions en direction du patrimoine cinématographique. Alors en France, si on peut passer à la prochaine slide, on a la chance d'avoir un réseau de cinémathèques et d'institutions patrimoniales vraiment très important qui couvre l'ensemble du territoire. Et le CNC, c'est une de ses missions, a le rôle d'un petit peu piloter, organiser les relations entre ces institutions. Alors, ça passe par du subventionnement, mais également par des mises en relation et des restaurations qui sont faites par le CNC sur les fonds de certaines de ces institutions. Alors, deuxième mission, aider les détenteurs de catalogues, les ayants droit, à restaurer leur patrimoine. Depuis 2012 et la généralisation de la numérisation de la filière cinématographique, le CNC a mis en place une aide spécifique pour la numérisation et la restauration des catalogues privés de films. Donc, vous voyez ici sur le petit graphique qu'entre 2012 et 2020, ce sont plus de 1000 films, 1113 très exactement, qui ont été soutenus pour un montant global d'un peu plus de 66 millions d'euros, ce qui est vraiment une chance formidable pour le patrimoine français. Alors, sur la slide suivante, vous pouvez voir la diversité en fait, des porteurs de projets, des ayants droit qui sont venus demander une aide pour la restauration de leur patrimoine. On retrouve des grands acteurs historiques comme Gaumont, comme Pathé, mais aussi des plus petits catalogues, mais très importants, comme les films de la Pléiade, ou des partenaires qui ont, comme Orly Film, comme Ciao Film, Euler, des tout petits catalogues, mais qui ont quand même participé, qui ont tenu à ce que leur patrimoine soit valorisé. Sur la slide suivante, vous voyez un petit peu la répartition, cette fois, on va dire, dans l'histoire du cinéma des films qui ont été ainsi numérisés et restaurés. Donc, vous voyez que la période la plus soutenue concerne les corpus entre 1960 et 1990, c'est-à-dire un cinéma qui est quand même accessible au public le plus large, mais on a également quand même aidé voilà, le cinéma muet avec le financement de films Lumière, la restauration de films de Georges Méliès qui étaient portés par la Cinémathèque française, mais aussi la restauration du Napoléon d'Abel Gans, qu'on verra bientôt, La Roue, et les films de Feuillade portés par Gaumont comme Les Vampires ou Fantomas. Donc des grands monuments en fait, de l'histoire du cinéma muet français. Alors, la direction du patrimoine, comme vous allez le voir sur les slides suivantes, a aussi une mission internationale, puisque nous apportons notre aide à la création de structures patrimoniales à travers le monde, comme ça a été le cas à Manille, aux Philippines, des tentatives à Ramallah, en Palestine, et également un partenariat avec le CNC égyptien pour essayer de
faire émerger une cinémathèque ou une cité du cinéma au Caire, ce qui après 10 ans de travail n'est toujours pas arrivé. Mais on ne perd pas espoir que cela arrive. Sur la slide suivante, autre action avec nos collègues à l'étranger, c'est le partage de pratiques. Nous avons accueilli des stagiaires de Taïwan au laboratoire pour un apprentissage des techniques de restauration numérique, et on a partagé aussi des outils de documentation des collections en accompagnant les collègues de Bofana au Cambodge au moment de la création du centre, et également à Ouagadougou auprès de la Cinémathèque Afrique lorsque celle-ci a souhaité se doter d'une base de données pour décrire ses collections. Vous allez découvrir sur la slide suivante également le travail de restauration de ces patrimoines lointains, comme Le Seigneur Tsukt, qui est un film de la République mongole, un film important pour cette république, puisque ce film tourné en 1945 a représenté un tiers du budget de l'État à l'époque. Et le ministère de la Culture et la direction des archives mongoles souhaitaient que ce film soit restauré, et dans le cadre d'un accord de coopération entre la République mongole et le CNC, nous avons pu, au laboratoire de la direction du patrimoine, mener à bien cette restauration argentique et numérique. Et deux autres exemples, Goa, une coproduction franco-tunisienne, le film de Jacques Baratier. C'est un négatif que la France a donné à la Tunisie il y a plus de 40 ans, et qui est revenu faire un court séjour en France pour la restauration du film. Et le film a été projeté à l'occasion de l'inauguration de la Cinémathèque tunisienne il y a maintenant 3 ans, et ça a été une grande joie de l'accompagner avec Claudia Cardinal. Et puis, autre exemple qui, sur le petit photogramme que j'ai mis dans le PowerPoint, est assez mystérieux, c'est un film philippin très, très endommagé par les moisissures dû au climat aux Philippines. Et pour arriver à restituer les couleurs de ce film, nous avons développé avec une société de mathématiciens qui mettent leurs compétences à la disposition des institutions cinématographiques, un algorithme qui nous a permis d'aller rechercher les couleurs du film. Et nous avons pu aussi restituer donc ce film au public philippin, et ça a été là aussi une formidable découverte. Alors, à partir de la slide suivante, je vais un petit peu vous parler des collections du CNC, donc, que nous conservons à Bois d'Arcy. Les collections sont aujourd'hui très, très importantes, hein. Elles comprennent un peu plus d'1 100 000 boîtes, soit à peu près 140 000 œuvres. Nous conservons les films sur support nitrate de la Cinémathèque française, de la Cinémathèque de Toulouse et des grands catalogues français comme Pathé et Gaumont. Et les collections s'enrichissent selon diverses modalités, mais qui sont partagées, je pense, par nombre d'institutions patrimoniales. C'est le dépôt légal, là, qui est une spécialité française, c'est-à-dire que tout producteur qui obtient un visa d'exploitation d'un film en salle de cinéma doit nous déposer une copie de ce film, et de la même façon, un distributeur de films étrangers. Donc, c'est une collection qui s'est constituée à partir de 1977, date à laquelle le dépôt légal a été institué en France. Puis il y a des dépôts réguliers et des dépôts temporaires, comme par exemple les films étrangers que nous avons évoqués précédemment, qui sont venus faire un court séjour le temps de la restauration à Bois d'Arcy. Et puis il y a les dons et les acquisitions, qui sont aussi importantes, puisqu'elles permettent parfois de préserver en France un patrimoine qui risquerait de partir à l'étranger, comme par exemple la collection de Marcel L'Herbier que le CNC a acquise il y a quelques années. Et les dons
qui permettent aussi, lorsque les films arrivent dans le domaine public, une exploitation sereine des films par le CNC, qui peut les mettre à disposition de l'ensemble de ses partenaires, des institutions, des festivals, mais aussi les mettre en ligne sur Internet, et ce qui est aujourd'hui tout à fait apprécié par les chercheurs, mais aussi par le grand public. Alors, slide suivante. Vous allez prendre connaissance du site où je suis aujourd'hui, hein, qui est le fort de Bois d'Arcy, qui a été donc un site bâti, un site militaire au départ, bâti en 1874, et qui a été transformé donc à partir de 1969 pour accueillir les collections de films anciens. Donc il y a eu une transformation du site, la construction de bâtiments spécifiquement pour la conservation de ces films, que vous allez découvrir sur la slide suivante. Des bâtiments spécifiquement pour les films nitrates. C'est le bâtiment bas que vous voyez, avec des conditions climatiques particulières. Un nombre de boîtes de films restreint, 1500 boîtes au maximum dans chaque petite pièce, pour éviter en cas d'incendie qu'une trop grande quantité de films disparaissent, brûlent, puisque le feu nitrate est inextinguible. Donc il est important de mettre en œuvre bien évidemment toutes les conditions climatiques qui permettent d'éviter ce genre d'accident. Mais si par malheur ces accidents arrivent, il faut limiter le nombre de films qui seraient atteints par cette catastrophe. Et autre type de bâtiments, les bâtiments pour les pellicules de sécurité en acétate, en polyester ou en diacétate. Alors vous voyez, c'est tout à fait différent. Ce sont des grands silos dans lesquels là on va conserver plusieurs milliers de boîtes de films avec des conditions climatiques un petit peu différentes en termes de température et d'hygrométrie. Alors une fois que ces films sont bien conservés, eh bien, il va falloir les décrire. C'est ce que nous allons voir sur l'image suivante. Il faut bien identifier ces films. Donc, on va se servir pour les plus anciens de ce qui est marqué sur les manchettes. Vous voyez, c'est sur le bord de la pellicule qui souvent nous donne des indications sur la date à laquelle cette pellicule a été fabriquée, mais également quels étaient les producteurs. Hein, là, vous avez des exemples de 3 grandes sociétés de production des débuts du cinéma, hein. À tout seigneur, tout honneur, les films Lumière que vous voyez au début avec la perforation ronde caractéristique, les films Pathé, la société Pathé Frères, et également Lux, qui a été une société qu'on oublie un peu, mais qui a été très importante jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914. Et dont on essaye de reconstituer bien le catalogue, mais catalogue très décimé en fait, et dont on ne connaît plus que quelques exemplaires. Donc toutes les informations que nous allons pouvoir récolter en observant la pellicule, mais aussi en faisant des recherches documentaires, sont consignées dans une base de données. Donc vous pouvez découvrir une page sur la slide suivante, où là, nous allons consigner des informations techniques concernant la longueur du film, le cadrage, mais également l'endroit où le film est conservé. Vous avez vu, le site est grand. Nous avons également des locaux de conservation sur le fort de Saint-Cyr, à 3 km de Bois d'Arcy, sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Donc, il faut impérativement que l'on sache à n'importe quel instant où est la boîte sur laquelle on est susceptible de travailler. Donc, toutes ces informations sont consignées dans cette base de données. Alors maintenant, nous allons passer à la restauration à partir de la slide suivante. Je ne vais pas parler de la restauration argentique parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais plutôt vous décrire le parcours en fait du film lorsqu'il subit une restauration numérique. D'abord, bien évidemment, il faut soigner les supports.
Donc, vous voyez là, à la gauche de l'image, ce qu'on appelle un dessiccateur. C'est-à-dire c'est une sorte de récipient dans lequel on va faire séjourner un film lorsqu'il est collant ou lorsqu'il est trop sec. Et en fonction justement de cet état, on va soit humidifier la pellicule pour pouvoir la dérouler, soit quand le film est collé, essayer justement avec les grains de silice que vous voyez au fond du récipient, retirer cette humidité là aussi pour pouvoir dérouler le film. Une fois que le film peut être déroulé, il va passer entre les mains de mes collègues qui vont faire de la restauration mécanique en fait sur le film. Ça veut dire bien refaire les collures, remettre des perforations pour permettre au film de pouvoir rentrer dans les machines, les tireuses quand on fait de la restauration argentique, mais ici sur les scanners que l'on va utiliser donc, pour numériser le film. Donc, c'est ce qu'on découvre sur la slide suivante. Un scanner alors que nous avions conçu en 2004 spécifiquement pour les films d'archives. Donc, c'est un scanner qui accepte les films de différentes largeurs, entre du 8 mm jusqu'au 95-96 mm, et également qui évite de solliciter justement les perforations, parce que très souvent, on ne peut pas refaire toutes les perforations et elles sont aussi parfois tellement fragiles que la moindre pression sur elles les ferait éclater. Donc, on a conçu des scanners, puisque ça, c'était le premier. Nous en avons un nouveau depuis 3 ans, mais qui a exactement les mêmes qualités, qui nous permet donc de traiter ces films tout à fait fragiles. Et c'est sur ce nouveau scanner spécial pour les films d'archives que nous avons numérisé les films de Georges Méliès venus des États-Unis. Alors, une fois que chaque image aura été transformée en fichier numérique, eh bien, ces fichiers passent entre les mains des restaurateurs numériques grâce à des logiciels spécifiquement conçus pour stabiliser l'image, intervenir sur les poussières, ça ce sont des processus automatiques, mais après aussi faire des interventions image par image, enlever, gommer les déchirures ou certaines imperfections de l'image, reconstituer souvent des images lorsqu'il y a des lacunes. Et ça, ce sont des opérations que l'on va faire, je vais dire, à la main, à la palette graphique. Alors, tout l'enjeu va être bien évidemment de savoir où l'on va arrêter la restauration pour ne pas abîmer l'image, pour ne pas créer d'artefacts numériques et également pour respecter en fait le film tel qu'il a été conçu et que l'image puisse être attribuée, si vous voulez, à la période qu'il a vu naître. Ne pas faire que la technologie numérique fasse oublier en fait quelle était la technologie qui a fait naître ce film et également la culture qui était celle des hommes qui ont fait ces films. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'éthique aujourd'hui de la restauration. Nous avons des outils tout à fait performants, puissants, et parfois qu'ils le sont un peu trop. Et il faut savoir utiliser ces outils avec mesure pour respecter l'image. Alors, sur la slide suivante, c'est un petit peu un récapitulatif de tous les outils qu'on va utiliser pour cette restauration numérique. Donc, du scanner au disque dur, à l'armoire numérique sur lesquelles les fichiers sont conservés, la station de montage, d'étalonnage et de restauration. Et au final, lorsque le film aura été restauré, il aura été étalonné et parfois remonté, eh bien, on va procéder à ce que l'on appelle au retour sur film, que vous voyez en haut à droite de ce petit schéma. C'est-à-dire que l'on va faire la démarche inverse de celle qui a
précéder cette restauration, c'est-à-dire que l'on va transformer le fichier numérique en image argentique pour assurer la pérennité en fait, de la restauration. On va créer un nouveau négatif du film qui va lui assurer une conservation pérenne. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez en bas du schéma tous les moyens aujourd'hui de diffusion de l'image numérique. C'est bien sûr la salle, mais c'est aussi Internet, les téléphones, etc. Alors, eh bien, on restaure pourquoi? On restaure bien évidemment pour partager avec le public ces images. Donc, il faut valoriser ces collections, c'est ce qu'on va découvrir avec les slides suivantes. Il va s'agir bien évidemment de faire ce travail en collaboration avec les ayants droit, avec lesquels nous passons des accords, conformément aussi à la législation française de protection des auteurs. Donc, les publics qui sont visés par ces mises à disposition, bien, ce sont bien évidemment le grand public, celui des festivals, des cinémathèques, mais également les chercheurs, les recherchistes qui travaillent à la confection de nouveaux films, comme ça a été le cas pour le documentaire sur Georges Méliès que vous avez découvert, mais également des institutions patrimoniales à travers le monde. Alors, qu'est-ce que nous allons privilégier? C'est ce que nous allons découvrir sur la slide suivante. Nous essayons de créer des corpus pour permettre aussi, pour faciliter cette valorisation. Nous avons beaucoup travaillé sur l'histoire du cinéma d'animation en France dans les toutes premières années, avec un travail sur les films d'Émile Cole, par exemple, ou les films du film d'art, qui a été une société de production importante dans les années 10. Et on s'est également attaché aux films scientifiques en reconstituant par exemple la très large filmographie de Jean Commandon, qui était un médecin cinéaste qui a inventé, qui a tourné énormément avec des médecins pour la recherche scientifique, mais aussi pour la vulgarisation, pour l'enseignement, mais aussi qui a développé des outils comme la micro-cinématographie. Il a amélioré les caméras permettant de faire de la prise de vue micro-cinématographique. Nous avons également, c'est ce qu'on découvre sur la slide suivante, essayé de nous attacher à des procédés couleurs perdus, comme désuets, comme le Gaspard Color ou le Keller d'Orient, qui étaient deux des premiers dispositifs de couleurs du cinéma. Et nous avons essayé, grâce au numérique, de reconstituer ces procédés couleurs. Alors, les modes de valorisation des collections, ça passe aussi par une mise à disposition pour les chercheurs, que vous découvrez sur la slide suivante. Depuis 2004, le Code du patrimoine et la loi de mise à disposition du patrimoine de 2006, nous avons la possibilité de partager nos collections avec les chercheurs. Donc, nous numérisons ces collections pour la consultation, cette fois pas pour la projection, et elles sont disponibles aussi aujourd'hui sur un outil que nous partageons avec l'Institut national de l'audiovisuel, qui permet de consulter ces collections, alors ces collections croisées qui concernent le cinéma, mais aussi la télévision, la radio et le web. Et ces centres de consultation sont installés à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, dans le 13e arrondissement, mais aussi dans une cinquantaine d'autres lieux, dans des médiathèques et des bibliothèques universitaires à travers l'ensemble du territoire français, y compris les territoires et départements d'outre-mer. Et puis, dernier point avant-dernier point, pardon, de la valorisation, c'est l'édition. Comme vous le voyez sur l'image suivante, nous avons essayé d'éditer des ouvrages qui sont en relation avec les corpus
que je vous ai signalés précédemment, comme le cinéma d'animation, le film scientifique. Et nous avons fait également un travail très important, mais qui a été collégial en Europe au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et nous avons, par exemple, édité avec l'établissement cinématographique et photographique des armées ce film et le film du Poilu, qui était un des premiers films de montage qui avait été réalisé pour célébrer la Première Guerre mondiale à l'occasion du 10e anniversaire de la fin de cette guerre. Et puis bien évidemment, dernier point cette fois, l'exposition des collections. Alors ce sont véritablement des expositions comme celle au château d'Annecy sur le cinéma d'Alexeïev et Claire Parker, mais aussi c'est l'exposition sur les écrans, puisque nous essayons de participer à des festivals, alors des festivals vraiment pour cinéphiles, comme le ciné-concert que nous avions fait à Florence dans le cadre du cinéma di Popolo, ou des festivals grand public, comme celui de Jindou qui est évoqué sur l'image à la gauche de la slide, qui est un festival d'été en plein air, où se retrouvent en fait des amateurs de cinéma, pas forcément des cinéphiles. Et c'est vrai que la carte blanche qui nous est donnée avec la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de ce festival nous permet de partager les restaurations que nous faisons avec un public très large et qui, sans l'intermédiaire de ce festival, en fait, n'aurait pas accès à ces images du passé. Voilà, j'ai essayé très très rapidement, je m'en excuse, de brosser un petit peu l'ensemble de nos actions en me tenant à votre disposition pour vos questions. Merci bien. Najlepša hvala, Beatrice de Pastre, za ta bogat in zelo zanimiv uvid v delo vašega arhiva. In preden nadaljujemo s Caroline Fournier, bi vseeno jaz tukaj vprašal eno zadevo, pa bi te prosil, Patricija, za kratek prevod. Glede na to, da gledamo torej v sklopu tega praznovanja Mednarodnega dneva frankofonije, gledamo tudi dokumentarni film Skrivnost Méliès, Le Mystère Méliès, Erika Lanža in Serža Bromberga. Če bi nam lahko gospa Beatrice de Pastre razložila malo bolj o tem sodelovanju, kako je bilo sodelovati z Lobster Film in kakšni so bili specifike oziroma problemi pri tem torej restauriranju, s tem, da nam ne pove preveč o filmu, ki ga bomo potem lahko tudi sami videli, v katerem je vse zelo lepo razloženo. Oui, alors Igor vous demande, Madame de Pastre, s'il était possible, dans la mesure où nous avons vu le documentaire Le Mystère Méliès, si vous pouviez nous dire comment cela a été de collaborer avec la production Lobster Film, quels ont été les problèmes que vous avez pu rencontrer. Voilà. Alors, pour la réalisation du film, on n'a eu aucun problème. Lobster est un partenaire, est un déposant. La collection Lobster est en partie déposée au CNC. Nous travaillons en commun sur ce projet Méliès, puisque c'est Lobster donc, qui pilote la restauration des films retrouvés, des négatifs retrouvés aux États-Unis. Donc, les archives américaines envoient au CNC les négatifs, donc qui sont scannés sur la machine, le scanner spécial pour les films d'archives que je vous ai présentés, et ensuite les fichiers sont transmis à l'équipe de Lobster qui effectue la restauration. Donc nous avons des relations tout à fait avec Lobster Film, et donc nous avons accueilli le tournage en partie du documentaire en nos murs. Donc ça s'est fait de façon tout à fait, j'allais dire, naturelle. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est la prolongation en fait du travail que nous faisons quasi quotidiennement ensemble. Hvala lepa za ta odgovor. Še dve čisto kratki vprašanji, preden pridemo gospe Caroline Fournier. V vaši prezentaciji ste povedali, da je CNC v določenem času restauriral več kot 1100 filmov in to z proračunom več kot 60 milijonov evrov. Me pa zanima, koliko bi to bilo na letni bazi, če ima ta podatek, koliko imajo proračuna na leto in koliko približno filmov uspejo na leto restaurirati.
Oui, dans votre intervention, vous disiez que donc le CNC avait été à l'origine de la restauration de près de 1100, un peu plus de 1100 films et qu'il avait donc destiné 60 millions d'euros pour cette restauration. Et Igor demande combien le budget est-il en fait au niveau annuel, c'est-à-dire combien de films et combien en fait le montant du budget est-il au niveau annuel? Alors, il y a deux aspects, si vous voulez, deux choses un petit peu différentes. Il y a effectivement ce budget spécifique pour aider les ayants droit à restaurer leur catalogue, sur lequel nous avons eu un budget vraiment très, très conséquent. 66 millions, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y avait des années, en fait, où on avait entre 8 et 9 millions chaque année pour subventionner ces restaurations. Aujourd'hui, le budget annuel sur cette aide est de 2,5 millions d'euros. Et à côté de ça, on a un budget qui nous permet de faire fonctionner le laboratoire du CNC, donc chez nous à Bois d'Arcy, et de travailler sur les collections qui sont à Bois d'Arcy. Là, c'est 1 million et quelques bobines de films. Et là, on a un budget chaque année qui oscille entre 600 000 euros et 1 million d'euros à peu près pour spécifiquement faire fonctionner le laboratoire et travailler avec des laboratoires partenaires sur les collections du CNC. Voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui, à peu près, on a entre 3,2 millions et 3,5 millions chaque année pour la restauration du film, si on prend en compte les deux dispositifs. V redu, in še številke so kar presunljive, če primerjamo to s slovensko realnostjo, ker so zelo nizke oziroma skoraj nemogoče. Še zadnje vprašanje, v bistvu v vaši prezentaciji ste povedali, da se ponavadi restauriranje konča z prenosom nazaj na 35 mm filmski trak. Ali je to v primeru torej vseh restauracij, ali se to specifično dela samo za določene filme? Oui, dans votre intervention, vous disiez que la restauration se terminait en règle générale sur le transfert du film en fait sur la bobine 35 mm de nouveau. Et la question d'Igor, c'est de se demander si vous faites cela peut-être pour tous les films ou est-ce que vous faites cela que pour certains films? Quels sont les critères? Voilà, tout à fait. On ne peut pas le faire pour tous les films. On va le faire quand il s'agit de restaurations vraiment importantes, qui ont, par exemple, lorsque l'on a reconstruit le film, essayé de reconstituer le montage, refait entièrement les intertitres. Ça nous est arrivé. On a restauré il y a 5 ans un film d'Henri Fescourt, Les Misérables, un film de 6 heures à partir des négatifs originaux, mais pour lesquels, avec le scénario qui a été disposé à la Bibliothèque nationale, nous avions pu refaire les intertitres originaux. Là, nous faisons du retour sur film. On le fait également lorsque le matériel utilisé est en très mauvais état et qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on va pouvoir manipuler ce matériel. On le fait lorsque, vous voyez, il y a un danger sur le matériel d'origine. Par exemple, dans ce plan, cette aide que l'on apporte au catalogue, les films les plus récents des années 90, lorsque le matériel n'est pas atteint par le syndrome du vinaigre, on ne va pas financer ce retour sur film. De la même façon, sur les restaurations que l'on fait en interne, c'est vraiment lorsque le support d'origine est en danger. Mais on va garder, lorsque l'on ne fait pas le retour sur film, on va garder des fichiers numériques d'une qualité suffisante qui vont nous permettre à l'avenir, si c'est nécessaire, d'effectuer ce retour sur film pour pérenniser le destin de cette œuvre. Najlepša hvala, Beatrice de Pastre, in preidimo na prezentacijo švicarske kinoteke, oddelka za film, ki jo bo predstavila Caroline Fournier. Caroline, à vous. Bonjour, alors est-ce que je partage mon écran ou... Oui, hein? Alors, voilà. Donc,
ici. Voilà, donc la Cinémathèque suisse, c'est vrai, n'a pas les mêmes vocations que le CNC. Donc, c'est vraiment une archive qui n'a pas justement tout ce pan, on va dire, d'aide et de subventionnement. Au contraire, la Cinémathèque suisse est subventionnée en fait pour pouvoir restaurer ses films et préserver ses collections. Donc, je vais vous présenter généralement un petit peu les spécificités de cette institution. Voilà. La Cinémathèque donc, est reconnue par la Fédération internationale des archives du film. C'est aussi une très grande collection avec 85 000 œuvres de fiction et de documentaire, toutes sortes de genres donc, de films, que ce soit à la fois des fictions, mais aussi des actualités, ce qui est un très grand pan de nos collections. Et puis, un grand pan du cinéma suisse, qui est le cinéma de commande, donc le cinéma industriel, pour lequel il y a eu énormément de réalisations qui ont été faites. Donc, c'est une institution qui a été fondée en 1948 et qui a grandi énormément ces dernières années. Sur les 10 dernières années, elle a plus que doublé le nombre d'employés. Et donc, c'est aussi une institution dont on peut dire que les missions se sont reformalisées et recréées dans les 10 dernières années. Auparavant, on pourrait dire qu'on était dans une institution qui avait des locaux encore d'archivage qui étaient devenus un peu obsolètes. Et puis, il a été nécessaire de faire tout un travail qui a été amorcé, bien sûr, bien avant ces 10 dernières années, dans les 30 dernières années, pour arriver à concevoir un nouveau bâtiment et des nouvelles archives. La Cinémathèque a comme spécificité de se situer sur un territoire trilingue, et donc allemand, italien et français. Et elle essaie que ses missions couvrent l'ensemble du territoire. Donc, elle a 3 sièges. Un siège à Zurich, qui est très important puisque c'est le centre, disons, de l'industrie cinématographique suisse, qui permet d'avoir le lien avec les réalisateurs, les producteurs, etc. Un siège à Lausanne, qui est donc un peu la face visible de la Cinémathèque, avec notamment toutes les instances de diffusion. Et puis, la partie plutôt archive, l'archive qui se situe à Panta et dont vous pouvez voir sur ce slide le nouveau bâtiment, voilà, qui a été inauguré en 2019. Donc, c'était 10 ans quasiment de travaux. Enfin, les travaux ont commencé en 2010 et se sont achevés en 2019 avec l'idée de créer un centre qui soit performant, avec des nouvelles conditions de conservation pour les archives films, mais aussi pour les archives non films, puisque la Cinémathèque suisse a une énorme collection d'affiches, scénarios, documents de presse, presse carte, enfin, etc. Donc, l'idée était vraiment d'avoir des conditions adéquates et le bâtiment a été construit sur 3 étages, dont en sous-sol, pour ce qui est des espaces pour stocker les collections, avec pour les négatifs des conditions de 6 degrés et 35% d'humidité, et pour les collections, on va dire les copies de projection, des conditions de 16 degrés, et puis pour tout ce qui est archives papier, 12 degrés. Voilà, c'est aussi un espace qui a été conçu comme un centre de recherche, non seulement pour
donc pour stocker dans des bonnes conditions, pour travailler sur les collections, mais aussi pour être ouvert au public des chercheurs. Bon, c'est très proche de ce qu'a décrit Madame de Pastre. Et puis, donc l'idée est vraiment d'être de plus en plus proche des publics et de mettre à disposition la collection. Voilà, donc ici, vous voyez un petit peu le centre d'archivage avec ces espaces de consultation, de réunion, et puis évidemment les espaces de stockage en sous-sol, qui en Suisse ont la particularité aussi d'être des abris nucléaires, puisque c'est par loi, les biens culturels doivent être stockés dans des abris anti-atomiques, pour l'anecdote. Donc, je vais vous décrire un peu plus précisément en fait, les activités du département film, donc, qui est le département où je travaille, et donc qui gère toute la collection film, quelle que soit la nature des supports, que ce soit des pellicules, des vidéos et des fichiers numériques. Les missions du département film sont donc très proches en fait de celles qui ont été décrites pour le CNC aussi. C'est l'acquisition, donc l'enrichissement des collections d'après une politique de collection, effectivement par le biais de dépôts, d'achats, de dons. La conservation, restauration, qui s'occupe évidemment de préserver le patrimoine et de le rendre accessible aussi par le biais de nouvelles copies. La description documentation, donc tout ce qui concerne le catalogage des collections, la mise à disposition, donc l'accessibilité des collections, aussi le prêt de copies. La Cinémathèque suisse prête énormément de copies à l'étranger, aussi par sa caractéristique qui est le multilinguisme. Beaucoup de copies sont sous-titrées en français et en allemand, ce qui permet en fait de pouvoir les montrer à la fois dans les régions francophones et dans les régions germanophones. Donc, c'est vrai que c'est une collection qui voyage beaucoup et qui est très souvent utilisée et prêtée. Et bien sûr, le nouveau secteur de numérisation qui a été rendu nécessaire par le tournant numérique pris par le cinéma dans les 10 dernières années, avec justement la construction dans le nouvel espace d'un laboratoire numérique. Voilà. Et puis bien sûr, ces missions sont complétées par les missions de formation, formation à la fois pour les personnes dans l'archive, puisque au vu des évolutions technologiques, il est évidemment nécessaire de continuer toujours à suivre ces évolutions, mais aussi formation que nous pouvons donner en collaboration avec d'autres institutions, d'autres écoles, et aussi avec la formation de stagiaires. Et bien sûr, la recherche et la valorisation des collections font partie évidemment des missions du département. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'organisation du département qui est en adéquation avec ces missions. Le secteur acquisition, donc, c'est le secteur qui reçoit donc, tous les dépôts et qui fait donc tout ce travail avec les personnes, les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs qui déposent chaque année leurs films sur une base essentiellement volontaire, mais aussi nous avons un dépôt obligatoire pour les films subventionnés par l'OFC, l'Office fédéral de la culture. Donc, en fait, on reçoit quand même beaucoup de films de façon automatique. Et pour ces films, on a pu aussi établir vraiment des exigences au niveau de
des éléments qu'on veut recevoir, ce qui est une très grande différence avec le dépôt volontaire où nous pouvons recevoir absolument n'importe quoi, jusqu'à un ordinateur déposé par un réalisateur avec tous ses films et bien d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est nos salles de dépôt et de tri qui donc permettent de tout de suite pouvoir nettoyer les collections avant qu'elles entrent dans les stocks et donc prendre soin déjà des bobines qui n'arrivent pas toujours dans des conditions idéales. Voilà, donc évidemment, bien, c'est une mission qui a déjà été décrite, donc je vais passer très vite là-dessus, sur la description dans la base de données, qui est évidemment quelque chose d'essentiel dans notre travail, puisque ça permet à la fois de comprendre l'importance patrimoniale des films, mais aussi leurs caractéristiques techniques. Donc aussi, cette documentation est le préalable à un bon stockage et une bonne conservation des œuvres, puisque c'est à partir des constats qui sont faits à ce stade que nous allons pouvoir savoir quels sont les films à restaurer, à valoriser, à numériser et dans quelles conditions les stocker également. Donc voilà, donc nous stockons aujourd'hui, comme vous voyez, nous recevons beaucoup de films, 58 dépôts, donc 3700 items, donc bobines ou éléments numériques. Nous recevons de plus en plus d'éléments numériques, ce qui a aussi changé et ce qui change notre métier profondément. Donc, c'est ça. Et puis, donc, évidemment, ceci débouche sur la nécessité de conserver ces éléments. On fait une différence voilà, entre conservation, qu'on appelle passive, ce n'est jamais vraiment passif, c'est juste un terme qui permet de garantir les meilleures conditions de stockage pour les supports physiques. Évidemment, ce n'est pas si passif puisque cela implique des opérations comme par exemple le contrôle du syndrome du vinaigre, l'aération des collections en déroulant les bobines chaque année ou chaque période de temps pour éviter l'accumulation de gaz dans les boîtes. Et puis, nous distinguons cela de la conservation active, la sauvegarde ou la restauration d'une œuvre dont le support est en danger, qui consiste très souvent à réaliser un nouveau support de sécurité. Et nous aussi, nous utilisons très souvent la sauvegarde photochimique pour cela. Donc, nous n'avons pas de laboratoire photochimique en interne, mais nous travaillons avec des laboratoires externes pour toute cette partie. Voilà, donc ça, ce sont les dégradations typiques des supports de nos collections. Donc, certains sont en très mauvais état et nécessitent évidemment une sauvegarde très urgente, que ce soit pour le nitrate ou pour le syndrome du vinaigre, qui donc lui aussi entraîne une décomposition finalement totale des supports si nous ne prenons pas de mesures. Et puis évidemment, quelquefois, nous recevons des films qui ont subi d'autres types de dégâts comme des dégâts d'eau, de moisissures. Et là aussi, nous devons prendre des mesures d'urgence. Notre façon, donc, nos partenaires dans ces opérations, c'est essentiellement l'OFC. L'OFC qui nous donne, à travers l'association Mémoriave, nos budgets de restauration, qui nous donne aussi des budgets pour la numérisation de nos collections depuis une année. Et puis, nous avons actuellement, grâce au laboratoire, la possibilité de scanner et de numériser en interne plus de films sur notre budget interne de fonctionnement. Voilà. Et puis, bien sûr, nous contribuons également à
la sauvegarde et à la numérisation du patrimoine, en mettant à disposition tous les négatifs, les copies que nous avons pour des personnes externes, des déposants, des ayants droit qui veulent faire des numérisations dans d'autres laboratoires. Voilà. Le secteur conservation s'occupe également d'archivage numérique depuis quelques années, ce qui est quand même une opération très chronophage, beaucoup plus chronophage que la conservation passive des bobines, car quand nous recevons des dossiers de fichiers numériques, si nous ne faisons pas de contrôle immédiatement et que nous stockons les choses un peu à l'aveugle, nous risquons de stocker des fichiers qui sont déjà arrivés avec des erreurs. Donc, on a vraiment un gros travail et immédiat à faire dès la réception de ces films numériques que nous stockons ensuite sur des librairies LTO. Voilà. Nous avons aussi, donc, dans le centre d'archivage, la chance d'avoir des salles une salle de projection qui nous permet de contrôler nos restaurations tout de suite et aussi de pouvoir montrer aux ayants droit, aux réalisateurs impliqués les résultats d'une restauration pour valider nos travaux et des salles de consultation pour les chercheurs. Et puis, évidemment, une de nos grosses tâches, c'est le contrôle des copies pour la projection, puisque nous projetons dans les salles à Lausanne énormément de films. Et puis, donc, on doit choisir quelles sont les meilleures copies pour cette projection. Voilà. Ici, vous pouvez voir un petit peu les espaces de travail qui sont ceux du secteur conservation, avec évidemment des équipements classiques comme les enrouleuses, les rembobineuses, etc., sur lesquels nous faisons aussi évidemment les opérations de restauration physique, donc réparation des perforations, préparation des films, amorçage, etc. Et puis, donc, depuis 2019, nous avons ce nouveau secteur de production numérique qui nous permet de faire des numérisations et des restaurations numériques en interne, qui donc, se consacre à faire surtout des numérisations de nos anciennes restaurations, mais aussi des numérisations des collections pour lesquelles nous n'obtiendrions pas de subventions extérieures, c'est-à-dire aussi tout le patrimoine international que conserve la Cinémathèque suisse et qui ne reçoit pas de subventions spécifiques pour la restauration. Donc là c'est un petit peu la même chose qui vous a été présentée pour le CNC, avec la numérisation, le montage, l'étalonnage, le traitement des images et l'obtention, l'encodage sur différents supports. Donc, je vous montre un petit peu les différents équipements que nous avons, notre scanner, qui est aussi un scanner d'archives, donc qui n'est pas conçu, qui a été acquis, mais qui a vraiment des caractéristiques aussi spéciales pour traiter du matériel d'archives, notamment l'absence de griffes, ce qui permet de préserver les perforations et donc de ne pas non plus réparer tous les films et toutes les perforations des films. Voilà. Donc, nous avons aussi une petite salle d'étalonnage sur grand écran que vous pouvez voir sur la droite et qui permet d'avoir les mêmes conditions que dans la salle de projection et donc de pouvoir faire ce travail sur aussi une taille réelle d'écran. Et puis, nous utilisons bien sûr les outils classiques de restauration numérique et essayons toujours de privilégier la restauration manuelle qui effectivement évite les artefacts et la création d'images interpolées qui
qui sont un petit peu des créations nouvelles. Et puis, bien sûr, toute cette partie de contrôle de qualité et d'archivage qui appartient aussi à ce secteur, puisqu'il s'agit de vérifier à la fois le travail qui a été effectué dans le laboratoire, mais aussi le travail qui a été donné à nos partenaires. Une particularité aussi de notre travail cette dernière année, c'était d'avoir reçu une subvention de l'OFC pour le retour sur pellicule de films frais, de films nouveaux, donc, qui ont reçu un prix national du cinéma suisse. Et puisque nous considérons que le numérique n'est pas un format pérenne pour le long terme, au niveau de la conservation, effectivement, on a, à partir de films nés numériques, nous avons créé toute une chaîne de travail pour pouvoir sauvegarder ces films sur pellicule de nouveau et pour pouvoir contrôler que ces retours sur film sont corrects, puisque ça, c'est le grand enjeu de cette chaîne de travail. Voilà. Et pour ça, nous travaillons avec un laboratoire commercial en Suisse. Voilà, donc quelques images du laboratoire, encore du scanner et puis des outils de restauration numérique, la salle d'étalonnage, les fameuses LTO sur lesquelles on stocke les films que vous voyez à droite. C'est une nouvelle copie. Et notre librairie, voilà, LTO, sur lesquelles sont stockés tous les films, à la fois que nous recevons et que nous produisons par nos restaurations ou par nos numérisations. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit peu un tour général, très rapide, de nos activités. Donc, vraiment un gros un tour très global. Voilà. Najlepša hvala, Caroline Fournier, za to detaljno in bogato predstavitev vašega arhiva. In v bistvu bi samo še eno vprašanje postavil, preden se preselimo k Nadi Šičaru, ki čaka v vrsti. Ste zelo lepo vse povedali, ampak bi radi razumeli tudi vaš letni proračun in v bistvu koliko filmov na leto uspete restaurirati in v bistvu še mogoče to, kdo odloča in kateri so ti filmi, kakšna strateške odločitve stojijo za tem, kateri filmi so tisti, ki pridejo prvi na vrsto za restauriranje. Patricia, hvala za prevod. Oui, merci beaucoup, Madame Fournier, pour votre intervention. Vous avez fait une très belle présentation de votre institution et de votre façon de travailler. Igor vous demande si vous pouviez également nous dire quel est le budget au niveau donc annuel de votre institution pour ce qui est donc de la restauration du film. Et puis, quels sont les choix quels sont les films qui viennent en priorité? Quelles sont les stratégies qui sont derrière le choix des films prioritaires, en fait? Oui, tout à fait. Donc, notre budget donc, qui est accordé via l'association Mémoriave est de 400 000 en fait, francs. 400 000 francs pour ce qui est de la restauration, vraiment la restauration du patrimoine. Ensuite, nous recevons aussi, par exemple, nous avons reçu cette année aussi un budget de la part de l'OFC, mais c'est un budget juste sur l'année 2020 pour la numérisation d'autres films, d'œuvres plus récentes. Voilà, mais notre budget de restauration est de 400 000 francs. Et puis, nous avons aussi aujourd'hui, grâce au laboratoire interne, la possibilité de faire certaines opérations de restauration en interne, ce qui nous permet évidemment d'alléger les coûts et puis d'agrandir le volume de travail. Nous faisons normalement plus ou moins 5 restaurations de longs métrages et en moyenne 40-50 courts-métrages ou actualités. Et puis là aussi, nous avons des axes privilégiés. Évidemment, il y a une composante d'urgence
lorsque nous en trouvons des films dans des états très mauvais, comme ceux que je vous ai montrés, les nitrates, ceux qui sont affectés par le syndrome du vinaigre, donc sont évidemment prioritaires, mais nous avons aussi d'autres critères au niveau de l'importance historique de certains films ou l'importance artistique. Nous essayons chaque année de restaurer des longs métrages de grande importance patrimoniale, parfois en collaboration aussi avec la télévision suisse-allemande qui ont les droits pour les films, pour beaucoup de films, on va dire, du patrimoine suisse-allemand. Voilà, donc ça nous permet aussi, on va dire, d'agrandir notre budget grâce à ces collaborations. Voilà. Et les grands axes, en fait, on va dire, ce sont ces films de fiction, un axe sur les films de commande, de par leur importance dans le patrimoine et l'histoire du cinéma suisse, des films d'animation. Nous avons fait tout un programme sur les films de famille surtout des premiers temps, des années 20-30, et puis les actualités. Aujourd'hui, nous sommes assez fiers de pouvoir présenter toutes les actualités en fait, du ciné-journal suisse, numérisées et mises en ligne grâce aussi à notre collaboration avec les archives fédérales et l'association Mémorial. Voilà, sur le site de Memobase, si vous voulez vous y rendre. Hvala za odgovor. Še enkrat najlepša hvala gospe Beatrice de Pastri in gospe Caroline Fournier za to predstavitev in upam, da se bomo v kratkem oziroma kmalu srečali tudi v živo in mogoče celo sodelovali na kakšnem restauriranju. Vsekakor pa bi bilo tudi lepo, da bi vas obiskali v živo in v bistvu videli, kako to deluje tudi v živo, kajti v Sloveniji se pripravljamo na začetek te velike zgodbe v bistvu restauriranja in upam, da bo kmalu stekla. Hvala še enkrat, Caroline Fournier, in zadnji del tega pogovora je namenjen Nadi Šičarov. Mogoče, Patricia, samo poveš, da se poslavljamo od gospe Caroline Fournier in Oui, Madame Fournier et Madame de Pastre, merci beaucoup pour vos interventions qui ont été très intéressantes. Et nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous quitter parce que vous n'allez pas comprendre la suite puisque c'est en slovène. Et nous vous disons au revoir. Au revoir, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir, merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Še enkrat hvala lepa. Nadja, prihajamo v bistvu v sklepni del. Zelo detaljno sta obe kolegici predstavili v bistvu svoje arhive in same procese, tako da tebi ostane v bistvu na koncu mogoče še kakšna specifika oziroma tudi kaj boš povedala, mogoče razlika med Avstrijo in Slovenijo, kar nas tudi zelo zanima, da končamo ta pogovor in da v bistvu vidimo sploh, kje je Avstrija, kje je Slovenija na koncu in kaj nam je storiti v prihodnosti. Hvala lepa, Nadja. Zdravo, hvala najprej za povabilo na to okroglo mizo. Kakor je Igor že prej izpostavil, zdaj trenutno delam v Avstrijskem filmskem muzeju, na Dunaju, sem pa pred nekaj leti sodelovala oziroma delala v Slovenski kinoteki v arhivskem oddelku. Tako da bi danes par besed namenila tej primerjavi praks oziroma workflow, kako je proces restauriranja zastavljen glede na cilje oziroma možnosti, ki obstajajo v obeh državah. Začela bi pa mogoče, izognila bi se vsem tem tehničnim delom, ki sta ga Beatrice in Caroline dosti detaljno že izpostavile. Mogoče bi pa začela samo z parimi aspekti restauriranja, ki se v bistvu bolj tičejo decision makinga, torej priprav na sam proces restauriranja in načrtovanja, ki so v bistvu najbolj ključne, ker potem ta tehnični del je, kako se enkrat stvari odločene, potem tehnični del veliko lažje steče. Torej, pred vsakim
restauratorskim projektom je ključno, da se določijo cilji. In če recimo vzamemo za primer dva zelo ekstremna, dva ekstrema, eden bi recimo bil masovna digitalizacija, recimo celotne zbirke. Recimo v tem primeru, kakor recimo delajo naši kolegi iz Madžarskega filmskega arhiva v Budimpešti, pa recimo Narodni filmski arhiv v Pragi. Oni so pred parimi leti, oboji so zastavili projekt masovne digitalizacije filmov iz svojih zbirk in cilj teh projektov je bil omogočanje dostopnosti, torej digitalizacija. Medtem ko recimo v naši zbirki v Avstrijskem filmskem muzeju hranimo veliko filmov, ki so bolj eksperimentalne narave in katerih važen aspekt je v bistvu materialnost filma. In ta materialni aspekt, torej to, da so posneti na analogni trak, je zelo primerljive vrednosti recimo kakor sama vsebina filma. In v primeru restauriranja takšnega filma se recimo več pozornosti namenja temu, da se film na koncu prepiše na analogni filmski trak. Torej, da ni output oziroma zadnji korak sam digitalizacija in izdelava do teh dostopnih kopij digitalnih, ampak dejansko, da se gre nazaj v laboratorij in da se izdelajo nove prikazovalne analogne kopije. To je prva stvar. Potem druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in k kateri se vedno znova vračamo, je predvsem razlika oziroma prioritizacija filmov iz zbirk v smislu, ali se bo digitaliziralo in restauriralo z namenom zagotavljanja dostopnosti ali pa zato, ker so filmi recimo toliko degradirani, da jih je treba, da v bistvu digitalizacija pomeni ohranjanje. Recimo v zadnjih nekaj letih je predvsem v slovenskem prostoru veliko govorilo o tem, oziroma se je govorilo o tem, da bi bilo priporočljivo vse filme celovečerne sistematično digitalizirati z namenom, da se jih ohrani. Zdaj tukaj mislim, da bi take predloge bilo treba imeti znal rezerve, predvsem zaradi tega, ker sama digitalizacija ne pomeni nujno ohranjanja, ker recimo, če skeniramo sama digitalizacija v 4K, ki je nekako današnji standard, celovečernega filma pomeni približno 8 terabajtov podatkov. In ohranjanje te velike količine podatkov, če recimo zdaj si predstavljate, da je v Slovenskem filmskem arhivu, da se hrani približno okrog 200 celovečernih filmov, ki so bili posneti na analogni trak, je to ogromna količina podatkov. Poleg tega so pa nosilci digitalni nosilci so veliko manj obstojni kot sam analogni filmski trak. Če si recimo predstavljate, koliko pogosto morate delati backupe svojih hard drivov, zunanjih diskov, potem pač je lažje razumeti, zakaj in na kakšen način so pač so digitalni podatki v bistvu izpostavljeni temu, da bodo izgubljeni. In kakor sta že in Karolin in Beatrice izpostavile oziroma razložile, se za arhiviranje, za digitalno arhiviranje uporabljajo v arhivih te LTO trakovi, ampak recimo njihova nekako predvidena življenjska doba je maksimalno največ 30 let. Tako da je v bistvu tudi enkrat, ko je teh recimo 8 terabajtov enega filma zbranih oziroma zapisanih na LTO trak, je še vedno treba vsakih par let prepisati oziroma prihajati potem tudi nove generacije teh LTO trakov, tako da to je v bistvu ongoing postopek in ni, da ko ti enkrat digitaliziraš in to postaviš v arhivno polico, da si pa v bistvu s tem karkoli ohranil. Medtem ko na filmskem traku pač praksa hranjenja oziroma ohranjanja filmskih trakov je veliko daljša oziroma arhivi bolj vejo, kako se s tem soočati, kakšne klimatske pogoje zagotavljati in je zato nekako, če se filmi pravilno hranijo
tisti, ki seveda niso že degradirani, potem ja, nekako ni nujno, da bodo vsi filmi propadali, no, če se ne digitalizirajo v naslednjih nekaj letih. To sem hotela izpostaviti. In ja, recimo tudi pri nas v Avstrijskem filmskem muzeju, recimo način, na katerega se lotevamo digitalizacije in restauriranja, je, da se prvo odločimo, kaj je prioriteta, torej a hočemo recimo se osredotočiti na kanon in digitalno restaurirati recimo nekatere filme, katerim bi hoteli omogočiti dostop, ali pa se recimo fokusiramo na filme, ki so v zelo slabem stanju in vemo, da recimo bi v naslednjih nekaj letih pač bili tako ogroženi, da je res potrebna digitalizacija, sam zato, da se ohranijo. Potem tretja stvar je, ki jo je potrebno, za katero je potrebno jo vključiti v sam proces restauriranja, je dovolj časa namenjenega za raziskave. Recimo, če ponazorim s primerom filma, ki ga zdaj restauriramo, to je film Lothara Rubelta, Mit dem Motorrad über die Wolken iz leta 1926. Ta film je bil posnet na nitratni negativ. Potem je bilo izdelanih nekaj kopij in oziroma pač kopije tega filma so živele svoje življenje in trenutno sta ohranjena samo dva materiala, samo dve verziji, dva elementa tega filma, in to je ena kopija, ki jo hranimo v Filmskem muzeju, in negativ, ki ga hranijo v Filmskem arhivu, torej v sorodni instituciji. In ko smo se lotili restauriranja te naše kopije, ki ne bi bila izvorno bližje tej originalni verziji, ta originalna verzija v smislu montaže je pa izgubljena, smo ugotovili po zelo dolgotrajni analizi samega materiala te kopije, analizirali smo te edge-kovce in vrste in način printanja, oziroma način, na katerega je bila izdelana ta kopija, smo ugotovili, da je ta naša kopija sestavljena iz 6 do 8 različnih kopij in da je bila v bistvu s časoma kasneje remontirana. Seveda podatkov o tem nimamo, oziroma pač te informacije se niso ohranile, niti se ne ve točno, kako je ta kopija prišla v naš arhiv. Ampak recimo, če bi se mi odločili, da bomo zdaj pa v enem letu restaurirali ta film in ne bi namenili dovolj časa temu, da ne bi bili dovolj fleksibilni, da bi imeli čas za raziskave, potem bi pač definitivno filma ne mogli restaurirati na nekak zgodovinsko, čim bolj pravilen način. To potem četrta stvar, ki sem jo hotela poudariti, je pa pomen sodelovanja med institucijami. To sta tudi in Karolin in Beatrice poudarile večkrat. Recimo pred vsakim projektom se običajno arhivi ne hranijo vseh materialov vezanih na en filmski naslov. In recimo v primeru filma Blind Husbands Ericha von Stroheima smo recimo v Filmskem muzeju, kjer hranimo kopijo, smo prek FIAF mreže zaprosili oziroma poslali poziv, da tiste arhivske institucije, ki hranijo katerekoli elemente vezane na ta naslov, če bi stopile zraven k sodelovanju, in odzvali sta se recimo MoMA in Švicarska kinoteka, in smo potem skupaj, oni so poslali svoje materiale oziroma podatke o teh elementih in smo potem skupaj probali ugotoviti, kateri elementi, ki jih hranimo te tri institucije, so bili, kdaj so nastali kakšni materiali in kateri bi bil v bistvu najbolj pravilen material, ki bi bil uporabljen kot izvorno gradivo za digitalizacijo. Tako da ja, brez teh sodelovanj definitivno ne gre.
Ker nam zmanjkuje počasi časa, bi v bistvu te prosil, da končamo mogoče z slovensko zgodbo, ne? Kajti, kakor sem prej že omenil, ravno v teh dneh oziroma v tem obdobju se načrtuje nek preboj na področju restavrirane filmske dediščine. Upamo, da se bo osnoval mogoče celo restavratorski center, upamo, da bo Slovenska kinoteka prevzela bolj aktivno vlogo pri samem procesu restavriranja. Sama sem omenila, da Slovenski filmski arhiv hrani slovensko filmsko dediščino, medtem ko pa nažalost se danes pač v Sloveniji torej outsourca oziroma restauriranje upravljata dve privatni firmi, kar zelo dobro upravljate, vendar to ni idealna rešitev. Omenila si tudi že 200 in nekaj celovečernih slovenskih filmov. Ne smemo pozabiti, da ob celovečernih filmih, kakor sta že poudarili tudi Beatrice in Karolin, imamo zelo bogato dediščino tudi kratkih filmov, eksperimentalnih, namenskih, torej dnevnikov, filmskih dnevnikov, ki pričajo o zgodovini. Uspeli smo do tega časa, če se ne motim, restaurirati in digitalizirati 14 celovečernih filmov, zelo malo ostalega kratkega. Kaj ti vidiš kot glavni problem oziroma neko rešitev za nadaljevanje in v bistvu za res ukvarjanje s tem velikim problemom, kar je ohranjanje filmske dediščine v Sloveniji? Jaz bi mogoče šla samo še en korak nazaj in to je, da povemo, da je v Sloveniji se zgodila digitalizacija kinodvoran, mislim, da med leti 2012 in 2015, ko je v bistvu iz večine teh slovenskih kinematografov so bili odstranjeni analogni projektorji. In večina slovenskih filmov, velika večina, je dostopnih samo na analognem filmskem traku, kar pomeni, da ostajajo nedostopni. Tako da dostopnost slovenske filmske dediščine je tisti gonilni razlog, zakaj je digitalizacija in restauriranje potrebno. In ja, kakor si Igor že omenil, so Filmski center, Slovenski filmski arhiv in Slovenska kinoteka v zadnjih letih naredili kar nekaj dela na tem področju, s pridobivanjem sredstev in outsourcanjem teh projektov dvema podjetjema. Se mi zdi, da te projekti zaenkrat so bili super izvedeni in nekako se mi zdi, da se vzpostavlja da se lepo zaganja ta praksa restauriranja, ampak zato da bi se slovenski filmski, da bi se nekako na bolj konsistenten način pristopili k reševanju filmske dediščine, mislim, da bi bilo potrebno, da se ustanovi neka delavnica oziroma neka delovna postaja v eni od teh institucij ali pa v večjih, če se da, in pa da se za to nameni čas in sredstva in da se ne tako parcialno namenja sredstva, da to delajo zunanji partnerji. Pa ne zato, ker zunanji partnerji ker bi to delali slabše, ampak predvsem zato, ker je potrebnega ogromno časa in kakor sem že prej povedala, da se velikokrat zgodi, da se med procesom restauriranja odkrijejo neke stvari, za katerega so potrebne raziskave, in če to dela recimo nek zunanji izvajalec, seveda se stvari veliko zakomplicirajo oziroma je pač cilj oziroma se probajo stvari hitreje zaključiti, zato da se pač gre naprej. Tako da se mi zdi, če bi se zaposlili neki ljudi v neki instituciji in če bi se vzpostavil pač prav posebni oddelek za digitalizacijo in restauriranje, da pač bi bila to, ne vem, edin tak pravilni korak k temu, da bi se omogočil dostop. V redu. V bistvu še zadnje vprašanje oziroma komentar mogoče, ker nas je čas že res povozil. V bistvu z francoskim CNC-jem se nikakor ne moremo primerjati, kajti veljajo zaradi njihovega in zakona in zaradi dolgotrajnega vlaganja na to področje za vodilno silo v svetovnem merilu. Vsekakor mogoče bi lahko uporabili njihovo pomoč, kakor je gospa Beatrice de Pastor povedala, da so sodelovali in sodelujejo tudi pri osnovanju
podobnih centrov v drugih državah. Med drugim imamo podpisano tudi pogodbo o sodelovanju na kulturnem področju, specifično na področju kinematografije med Francijo in Slovenijo. Bi se pa mogoče lahko primerjali z podatkom, ki ga je podala gospa Caroline Fournier iz švicarske kinoteke, torej nekak proračun 400.000 frankov letno in izdelava od 5 do 5 celovečernih filmov in 40 do 50 kratkih. Kaj ti meniš? Kaj menimo o tem, če bi bilo v teh finančnih okvirih možno v Sloveniji delati? Tako, neka primerjava, če je ta nekak proračun 40.000 frankov letno in to 5 celovečernih pa do 50 kratkih, če je to neka izvedljiva zadeva, če bi prišli na to. Seveda ob osnovanju nekega restauratorskega centra, ne? No, sej, mislim, da je predvsem potrebno, da se pač vzpostavi ta delavnica in da se zaposli pa, ne vem, recimo cela, ne vem, dva človeka, 2 restauratorja. In v tem primeru mislim, da bi bilo izvedljivo, da se digitalizira in restaurira nekaj filmov letno. Ja, jaz mislim, da je to neka dobra ocena, ja. Med 4 do 7 filmov, seveda odvisno od tega, kakšno stanje so ti filmi in ja, koliko elementov je ohranjenih, no, ampak okvirno mislim, da bi bilo to izvedljivo, ja. V redu, hvala Nadja. Jaz bi se še enkrat iz srca zahvalil Francoskemu inštitutu v Sloveniji in veleposlaništvu Švice v Sloveniji za pomoč pri organizaciji tega pogovora, ki je zelo pomemben in ključen, se mi zdi, za nadaljnje dogovarjanje in vzpostavitev relevantnega načina restauriranja filmske dediščine v Sloveniji. In za konec mi ostane samo še to, da vas vse povabim k ogledu dokumentarnega filma Skrivnost Mélièsa, Erika Langea in Sergea Bromberga, ter 3 krasnih filmov, restauriranih filmov Georgesa Mélièsa, Človek z gumesto glavo, L'homme à la tête en caoutchouc iz leta 1901, Potovanje v nemogoče, Voyage à travers l'impossible iz leta 1904 in Palača 1001 noči, Le Palais des Mille et une nuits iz leta 1905. Upam, da si vas bo čim več ogledalo te filme in v bistvu zaključujem ta pogovor in vas vse lepo pozdravljam iz dvorane Silvana Furlana v Slovenski kinoteki. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Hvala. Hvala vam, nasvidenje.